Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux 4 coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com/entreprise. Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage. Avec Les Dérangeants. Bonjour à tous, ici Étienne Crevier à l'animation pour ce Dans le garage spécial subvention financement d'entreprise avec nul autre que notre commanditaire de la saison 7, Hello Darwin. J'ai la chance d'aborder ce sujet quand même assez crucial et vraiment ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé au podcast. Ça date de la saison 2 avec un épisode avec Manon Massé, pour ceux qui veulent aller voir ça. Et je reçois nul autre que le PDG fondateur de Hello Darwin, Francis Desrochers. Bonjour, bienvenue au Dérangeant. Salut Étienne, très excité d'être avec toi aujourd'hui. Ben écoute, moi aussi, parce que je me préparais pour l'épisode, puis je tombais un peu sur le cul de dire à quel point est-ce que c'est une activité centrale pour n'importe quelle start-up d'optimiser ses subventions. C'est quasiment une ligne aux états financiers que si tu ne fais pas ça comme du monde, tu, de un, laisses l'argent sur la table, tu perds une position concurrentielle, tu prends bien plus de risques. Moi, en fait, tu vois, l'épisode d'aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment comprendre, c'est pourquoi ça n'existait pas avant d'avoir justement un one-stop shop, une entreprise qui nous aide, qui nous prend par la main pour aller chercher justement toutes les sources d'aide, les subventions, les crédits, les retours d'impôts. Mm-hmm. Fait que je serais juste curieux de t'entendre d'entrée de jeu. D'où est venue l'idée? Ben, tu sais, je pense que ça vient... Très bonne question. En fait, je vais même reprendre quelque chose que tu as dit au départ, tu sais, qui est un focus central de beaucoup d'entreprises. La réalité, c'est que il y a beaucoup d'entreprises qui connaissent les fonds non dilutifs, là, fait que j'inclus les subventions, les crédits d'impôt, tout ça. Mais il y en a aussi un paquet d'entrepreneurs qui sont un peu découragés de cette paperasse infinie, qui l'ont déjà tenté, que ça n'a pas fonctionné. Tu sais, la plupart du monde, bref, connaissent le principe, tout ça. Savent que ça existe. Et potentiellement qu'ils laissent de l'argent sur la table, un peu comme tu as dit. Mais au final, très peu capitalisent vraiment là-dessus. Puis ceux qui capitalisent dessus, c'est ceux qui sont servis en ce moment. Fait que pourquoi est-ce que ça n'existait pas avant? En fait, ça existe avant, ça existe depuis un certain nombre de temps, mettons, au niveau d'aller chercher des crédits d'impôt puis certaines subventions, mais c'est les très grosses entreprises seulement qui vont avoir une grosse stratégie dédiée à ça. C'est les gros cabinets comptables, etc. Pour de la PME, en bas de 100 millions de chiffre d'affaires, effectivement, c'est un peu là qu'on a vu l'opportunité de se lancer puis d'avoir un peu cette niche-là qui, au final, est peut-être celle que le gouvernement veut le plus encourager. Ben oui. La réalité, c'est que les programmes, ils sont utilisés par certaines entreprises qui ont les moyens d'investir puis de mettre du temps. Tu me parlais avant qu'on débute qu'il y avait des compétiteurs à toi quand tu étais avec Biogénique qui avaient des gens temps plein à faire des subventions. Ben moi, je pensais que c'était vraiment la seule façon de vraiment bénéficier puis de devenir bon à l'intérieur de ton entreprise, c'est d'avoir un employé dédié. Moi, je regardais des entreprises de Québec, de Sherbrooke, qui avaient des PhD. Un PhD, en fait, que lui, sa job, jour après jour, c'était de faire des demandes de subventions, des demandes de fonds. Puis j'étais comme, OK, fait qu'il faut quand même que tu aies la masse salariale libre pour te rendre là. Prendre le risque de fronter 6 mois de paye avant que le gars commence à se rembourser. C'était quand même un calcul qui n'était pas évident. Puis, après ça, je voyais les CGI, les Nordvolt, les Lions électriques de ce monde, qui n'étaient pas là à l'époque, mais là que eux, dans le fond, il y avait carrément des chèques de 150 millions. J'étais comme, c'est inatteignable pour le petit entrepreneur ou l'entrepreneur moyen qui n'a pas une personne dédiée d'avoir accès à ça. Puis donc de là, après ça, quand je vois Hello Darwin, je suis comme, mais mon Dieu, c'est la meilleure chose depuis le pain tranché. Est-ce que je me trompe ou... J'étais pas là quand le pain tranché est arrivé, mais effectivement, en tout cas, pour nous, ça a été super positif, ce tournant-là. Puis je pense que ça a été extrêmement bien reçu de notre communauté, d'entreprises, au Québec de tout type. Après, comme dans n'importe quoi, je pense que quand tu n'utilises pas les subventions, d'avoir un tiers comme nous, mettons, qui vient t'aider à mettre de l'ordre dans tes projets pour qu'ils soient le plus subventionnable possible, puis qui après ça va te permettre d'aller rédiger puis d'aller chercher ces fonds-là,
Ben, je pense que c'est une grosse valeur ajoutée. Évidemment, tu sais, on a des clients qu'on va leur parler, puis ils sont comme, on a déjà une grosse structure à l'interne. Nous, notre pain et notre beurre, pour rebondir sur ton pain tranché, ben, nous, c'est les subventions. Fait que de le donner à un tiers, ça n'a peut-être pas de sens. Fait que, tu sais, je dirais pas que c'est pas tout le monde, je crois, qui devrait utiliser un tiers pour aller chercher ses subventions. Mais mettons, 98% des entreprises en bas de 100 millions, tu sais, n'auront pas un focus comme ça, ne mettront pas l'énergie, un peu comme tu as décrit un peu plus tôt sur 6 mois de salaire, mais après ça, OK, peut-être que j'ai une acceptation, j'ai pas reçu les fonds encore, il y a de la possibilité que j'ai des programmes qui soient refusés, puis encore là, si j'ai une personne à temps plein qui vient chercher mes crédits ou mes subventions, cette personne-là peut-être ne les connaît pas toutes. En plus, le temps de s'éduquer. Exact, puis des fois, évidemment, ça va demander des expertises qui sont plus pointues par domaine. Bon, fait que là, il y a de la surspécialisation. Il y a plein d'affaires là-dedans qui rentrent en ligne de compte que le modèle de sous-traiter un peu d'avoir un département de recherche puis d'application de subventions à l'externe avait du sens pour nos clients puis pour nous de le lancer, mais ça vient vraiment de nous-mêmes, tu sais, qu'on a réalisé que ça existait puis que c'était accessible aussi pour nous d'aller chercher des subventions. Et d'en faire un modèle d'affaires. Exact. Je vais vouloir creuser l'histoire de ton entreprise et en même temps comprendre un peu plus, comme tu disais, c'est quoi la situation des subventions au Québec. On va couvrir dans cet épisode-là un peu, comprendre aussi. Selon toi, on est-tu le Silicon Valley? On est-tu justement le paradis sur terre des subventions au Québec? Puis, je vais commencer avec ma question dérangeante. Notre épisode avec Manon Massé, que j'ai dit en introduction, on l'avait appelé « Les subventions, le BS des entrepreneurs ». Est-ce que une entreprise qui a besoin de subventions, c'est que son modèle d'affaires ne fonctionne pas? Excellente question. Je crois qu'une entreprise qui a besoin de subventions pour survivre, à moins que ce soit une vocation sociale forte. Oui, ça c'est, mettons, OBNL et autres qui vivent, l'Association des aveugles du plateau Mont-Royal, of course, qui vivent de subventions. Exactement. Selon moi, ces programmes-là ne devraient pas être alloués, ces fonds-là ne devraient pas être alloués à une entreprise qui ne fait que capitaliser là-dessus. C'est un exemple, même des compagnies, ben là, on n'a pas, tu as parlé de Nordvolt, de Lyon, etc. Je sais pas si je les mettrais dans ce à un certain point, oui, je veux dire, ils ont utilisé énormément ces fonds-là. Je pense à LMNTI aussi il y a quelques années. Il y en a plein des exemples comme ça. Typiquement, juste faire une petite distinction, puis je veux pas être gossant avec ça, mais les subventions de ces entreprises-là, c'est des subventions qu'on appelle qui sont non normées. Fait que c'est pas des subventions. Ces subventions-là, personne ne peut appliquer à ça. Tu les acquiers avec du lobbyisme, puis un paquet d'autres affaires d'influence des hautes sphères, etc. Tu vas faire valoir ton projet. Il n'y a pas de processus, il n'y a pas de guide du demandeur, c'est pas disponible. Il n'y a pas d'entreprise qui peut appliquer à ces fonds-là, puis qui a une chance de les remporter, etc. Ça devient une volonté politique. Définitivement. Puis c'est là que justement tu vas voir des fois des écarts entre OK, le projet, on l'a super bien vendu au gouvernement, fait qu'ils nous ont donné ces fonds-là. Évidemment, c'est des enveloppes qui sont souvent faramineuses, là, comparées justement aux subventions normées ou typiques. Mais je dirais que les subventions typiques, le gouvernement a énormément serré la vis sur il faut que ça soit utile, il faut que tu aies reddition de compte. Donc, quand tu veux vraiment avoir les fonds, quand on est prêt à te rembourser, il faut vraiment que tu le démontres que tu es... dépendamment de l'objectif du programme, mais que tu as atteint ces objectifs-là. Ils vont beaucoup se brancher, évidemment, sur ton ARC ou sur tes fiches fiscales pour être capable de dire est-ce que ça t'a fait performer davantage, cette subvention-là? As-tu déclaré plus de revenus? Exactement. Es-tu en croissance grâce à ça? Puis ça, parce que c'est vrai en même temps que une subvention, tu l'as bien dit, ne devrait pas payer ton fonds de roulement, grosso modo, ça vient aider à prendre du risque. C'est une assurance pour justement des nouveaux projets, pour garder des entreprises compétitives. Puis là où est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce qu'un démarrage d'entreprise, c'est considéré comme du risque? Moi, je pense que oui. Fait que des subventions, on devrait aider nos jeunes pousses. Puis souvent, c'est qu'on demande le problème d'avoir 2, 3, 4 ans d'état financier, d'historique, montrer une solidité financière, puis avant même d'avoir accès à ces subventions-là, ce qui est un peu triste. Ouais. Est-ce que de ton côté, tu es obligé de dire non à une grosse clientèle, mettons, de jeunes startups qui n'ont pas d'historique parce que tu ne peux pas les aider?
La réponse est oui. La courte réponse est oui. En fait, nous, on a différentes gammes de services. Le service dans lequel on vient vraiment t'aider à identifier et appliquer tout ça, on veut s'assurer que tu sois capable d'obtenir des subventions. Donc, typiquement, des entreprises qui sont en démarrage ne vont pas être un bon fit parce qu'ils ne seront pas capables. On ne peut pas maximiser ces enveloppes-là autant qu'une entreprise qui est en activité, un peu pour les mêmes raisons que tu viens de décrire. Fait que ton success rate, dans le fond, est basé sur ta capacité à comprendre le client. Fait que si tu acceptes un client chez Hello Darwin, c'est parce que tu peux l'aider. On prend un risque, exactement. On a des garanties avec le client, puis sans juste plugger quelque chose avec toi, mais nous, un des gros avantages qu'on a eu dans notre offre, c'est qu'on a dit l'argent que tu vas nous payer pour aller chercher ces subventions-là, qui est un genre d'abonnement annuel, mais si on n'est pas capable d'aller te rembourser ça avec les subventions, bien essentiellement, on te rembourse. Fait qu'on a une garantie pour ces services-là. Fait qu'on est comme conjointement... Ensemble. On est ensemble, là, puis on veut absolument s'assurer que quand on regarde ton potentiel, avant de, on signe pas n'importe qui, essentiellement pour cette raison-là. Par contre, juste pour revenir aux jeunes entreprises, ce que le gouvernement va faire, ou va avoir, puis ça c'est mon observation du milieu, ce qu'ils vont vraiment tenter, c'est de donner des honoraires professionnels subventionnés à ces entreprises-là. Fait qu'au lieu de donner de l'argent, que là, après, ça rentre dans des lignes de compte de comme est-ce qu'on... C'est quoi la sûreté de revoir cet investissement-là? Est-ce qu'il faut que j'analyse le projet, mais l'entrepreneur n'aura pas tout de ficelé encore? Fait que il y avait comme plein d'enjeux qui arrivaient, je pense qu'on essayait de faire ça. Puis ça faisait en sorte que justement, on disait OK, ben sors-moi ton plan d'affaires, tes états, etc. Mais la définition d'une nouvelle entreprise, c'est qu'elle n'a peut-être pas ces choses-là. Ou que ça change à tous les 3 mois. Là, c'est ça. On est rendu à la version 22.3. Exactement. Puis, avant de tomber non plus, puis là, je fais plein de parenthèses, c'est ça le podcast, on aime ça. Je serais juste curieux de comprendre la genèse de l'entreprise parce que c'était pas Hello Darwin au début, ça s'appelait B2B Quote. Vous êtes allé au Dragon. Donc, en fait, à partir de quand est-ce que tu t'es lancé en affaires puis que tu te dis, moi, je vois une opportunité dans ce créneau-là? Ouais, bonne question. Ben, comme tel, tu sais, moi, puis je vais aller très rapidement là-dessus, mais depuis que j'ai 17 ans ou à peu près, j'ai diverses entreprises dans le web, le numérique. Ben non, même pas. Le service résidentiel, genre du porte-à-porte, plein d'affaires, là, tu sais, loin d'être fancy, là. Puis à un certain point, je m'intéressais beaucoup au web, puis j'ai écrit à quelqu'un du temps que j'avais cette entreprise-là, qui était comme un ancien ami ou partenaire que j'avais pas vu depuis longtemps, qui est le fondateur, le cofondateur Mathieu. Puis j'avais écrit, j'avais dit « Hey, je suis intéressé par le web. » Lui, il travaillait dans une agence à ce moment-là. Puis là, je suis allé travailler avec lui. Puis nous, on était, dans le fond, on vendait des services numériques, du SEO, des sites web, etc. Puis on voyait que les clients avec lesquels on faisait face, ben c'était jamais les clients idéaux essentiellement pour notre agence. C'était des clients qui voulaient le service qu'on offrait, mais qui n'étaient pas, par exemple, dans le secteur avec lequel on avait le plus de succès, qui n'avaient peut-être pas la taille de budget qu'on recherchait le plus, puis sur lesquels on avait le plus de succès. Fait qu'on perdait beaucoup notre temps à essayer de pitcher aux mauvaises personnes. Puis, on a vu une opportunité à avoir une plateforme qui t'aidait à trouver des fournisseurs de services d'une manière beaucoup plus impartiale, qui est un peu un genre de Airbnb, mais qu'au lieu de chercher une maison pour tes vacances, tu vas chercher une firme, que ce soit pour de la vidéo, pour du graphisme, une agence de com, de la traduction, exactement. Puis là, bon, on a fait ça, puis on a appelé ça B2B Quotes, fait que business to business, quotes, soumission. Fait que l'objectif, c'était vraiment de te permettre de trouver des soumissions de firmes qui étaient adaptées à ton besoin par rapport à ton projet. On est allé au Dragon avec B2B Quotes, fait que sous cette prémisse-là, évidemment, les subventions à ce moment-là sont inexistantes dans notre modèle. Non, vraiment pas. Puis on a débuté en 2017. 2022 à peu près, on a commencé à nous-mêmes utiliser... OK, fait que 5 ans à grinder, on va dire ça comme ça, le modèle du marketplace, du lead generation marketplace. Exact. Par contre, l'apprentissage vraiment important qui a mené aux subventions, c'est on connaît exactement les sphères d'investissement des entreprises. En 2022, ça fait 5 ans qu'on aide des entreprises à acheter des services divers, puis ça nous permet de comprendre que un des freins les plus élevés pour acheter ou pour acheter plus, dans le fond, pour augmenter la taille de ton budget, que tu veux implanter un logiciel de gestion, un CRM, etc., bien, le fait que tu le fasses avec beaucoup ou
pas beaucoup de budget, ça va souvent être dépendant du financement que tu as accessible. Fait que là, on avait, par exemple, nous, on a la RBC qui est un actionnaire de l'entreprise qui a des ambitions avec nous de pouvoir aider un peu à financer cette chose-là. Mais quand il y avait des nouveaux programmes de subvention qui sortaient, on envoyait du contenu à nos clients ou même à nos fournisseurs, à nos agences pour leur dire « Hey, cette subvention-là peut t'aider. » De ça pour votre demande que vous avez faite. Fait que value added. Exactement. Fait que ça a toujours été juste par-dessus l'offre initiale qu'on avait. On parlait de subvention, mais c'était les communications avec lesquelles on avait le plus d'engagement. Le plus d'engagement. Fait qu'on a toujours été comme, OK, il y a quelque chose à faire là-dedans, c'est pas notre focus vraiment. De fil en aiguille, en 2022, on a commencé à nous-mêmes faire des audits de transformation numérique pour des entreprises qui, après ça, allaient sous-traiter sur la plateforme. Puis ces audits-là étaient subventionnés. Fait qu'on a comme rentré dans un gros programme de subvention au Québec qui s'appelle l'Offensive de transformation numérique, où est-ce qu'on aidait plein d'entreprises de tout type. C'était les enveloppes de quoi? De 2500, 3000 à 15 000 là, qu'il y avait? Exact. Typiquement. Puis t'en as par secteur. Nous, on a fait le détail, la construction, puis on a fait aussi le PECAN, là, qui est comme un... Le PECAN. Exact, qui est plus général. Qui, malheureusement, je crois, est arrivé à échéance ou que l'enveloppe a dry out. Je pense que l'enveloppe a terminé 1 an et demi avant qu'elle était supposée terminer. Tellement que c'était populaire. Exact. Parce que ça l'a mené beaucoup d'entreprises. Puis ce qui est le fun souvent, c'est que c'est des petits chèques, donc peut-être moins de comptes à rendre à des entreprises québécoises à s'ouvrir justement au numérique et à dire, ben OK, c'est peut-être le petit coup de pied que j'avais besoin. Donc, c'est quand même fascinant de dire que 2022, pour vous, ça a été aussi le moment où vous avez vu ce marché-là comme étant un shift. Aujourd'hui, Hello Darwin, c'est combien d'employés? Comment ça... C'est quoi le volume que vous transigez? Combien de clients, mettons? Puis on fait encore la plateforme là, que je décrivais, B2B Quotes. De maillage. Oui, exact. C'est juste que ça nous aide à aller encore plus loin, justement, parce que là, on les aide agressivement à trouver des subventions ou des crédits pour leurs projets. En ce moment, on est un petit peu plus que 50, là, peut-être 52, 53. Peut-être 55. En termes de clientèle, ben, on a des milliers d'entreprises qui utilisent nos services à chaque mois. Comme je disais, tu as différentes sphères de services. Tu as des fournisseurs des services qui sont sur la plateforme, qui, eux, vont, par exemple, trouver des projets de clients chez nous. Ça, on en a 6000 à peu près qui sont au Canada, qui sont comme vérifiés sur la plateforme. Au niveau des entreprises qui soumettent des projets, c'est peut-être 3 à 5 000 par année, des entreprises qui vont utiliser notre plateforme pour trouver des firmes. Puis après ça, ben, les subventions, on a une sphère de services premium où est-ce qu'on vient vraiment faire un service conseil. Là, puis ça, c'est un peu ce que je décrivais avec la garantie. Exactement. Fait que ça, on a peut-être 300 ou 400 entreprises là, qui sont activement avec nous. Puis, au niveau, après ça, des outils qu'on a pour des subventions, qui n'est pas une sphère qu'on monétise en ce moment, mais qui est, dans le fond, tout ce qu'on fait dans le service conseil, tu peux aussi le faire par toi-même sur notre plateforme, sur l'application de nos clients. Fait que tu peux chercher des subventions, tu peux les mettre dans ton board, agenda, si tu veux, exactement lesquels est-ce que je veux faire. Nous, on va t'envoyer des notifications, tout ça. Ça, on a des, je sais pas, peut-être entre 1000 et 2000 entreprises différentes qui l'utilisent à chaque mois. Aussi, mais ça, c'est comme l'outil gratuit qui nous permet aussi de nous faire connaître dans des nouveaux marchés, tout ça, mais qui n'est pas une sphère de revenus. Puis on va tomber dans le sujet justement plus précis de c'est les bonnes subventions, les moins bonnes, ton expérience là-dedans. Moi, en toute transparence aussi, avant de faire l'épisode, j'ai été client de Hello Darwin. Je me suis dit, je vais tester le service pour être un bon journaliste de la chose. Même si je ne fais pas partie justement de l'ordre des journalistes ou l'association. Disclaimer. Puis, ce que je me souviens, c'est que le plus grand frein que j'avais psychologiquement, c'était de dire comme, ça va-tu vraiment marcher? Tu sais, c'est comme, je vais-tu faire un leap of faith d'investir dans cette compagnie-là puis de déléguer complètement ma recherche et développement? C'est impossible qu'ils vont comprendre aussi bien que moi tout ce que j'essaie de bâtir. Et à ma grande surprise, pour vrai, la gang est vraiment sharp. Ils sont vraiment agressifs. Ils étaient rendus plus au fait de mes forecasts moi-même que moi-même. Ils disent non, mais ça, ton chiffre à colonne D, il ne marchera pas. Puis ce qui m'a surpris, c'est que j'étais rendu moi-même le frein à soumettre les demandes. Parce que, comme tu l'as dit, tu prends du risque, fait que ton équipe a un incentive à soumettre des demandes avant les dates butoirs. Et finalement, ben là, m'envoie des courriels. Je suis comme, je vais le faire. Je suis comme, oh shit, non, mais j'ai pris du retard. La gang attend après moi pour aller chercher telle subvention. Ça doit quand même être frustrant de ton côté quand tu as des clients que tu prends un risque toi aussi
de dire on développe la relation, puis finalement, le client, il te choque sa subvention, puis tu n'as pas tous les documents, tu n'es pas capable de se soumettre à sa place. Comment tu gères ça, des mauvais clients? Je pense qu'au final, le fait de partager le risque avec le client, c'est très ADN et Lotharien en général. Fait qu'on se met une énorme pression de performer, juste, mettons, une pression financière, pure et simple, dans le sens où, comme on partage le risque avec lui, peu importe la raison de l'insuccès, techniquement, nous, on est au bat à un certain point. Fait que, c'est sûr que ça peut être frustrant. De l'autre côté, on n'aurait pas fait la progression qu'on a fait en ce moment sans cette attitude-là, je crois. Je suis. Sans prendre le risque. Exactement. Ça nous a forcé à aller engager les meilleures personnes, à développer les meilleurs processus, à trouver les meilleurs programmes, mais surtout à entretenir des relations avec ces mandataires-là, etc. Fait que pour vrai, je le regrette pas du tout, cette approche-là. Il y a des apprentissages là-dedans, évidemment, surtout au niveau de comment gérer les attentes avec le client dès le départ. Je ne me rappelle plus trop, toi, quand est-ce que c'était arrivé, mais selon moi, on est meilleur aujourd'hui qu'on l'était hier à ce niveau-là, ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'au départ, on misait beaucoup sur les avantages, on mettait pas beaucoup de barrières pour le client. Maintenant, on est comme, en passant, si j'ai pas ça va te demander du jus, ou en tout cas, il va falloir que... Mais là, on développe aussi des processus comme, donne-moi tous tes trucs au début, même les choses que j'ai pas besoin tout de suite, puis moi, je vais aller piger là-dedans au fur et à mesure, puis je vais plus, moi, leader le show, entre guillemets, que toi. C'est sûr qu'il y a certaines choses, comme, mettons, ton projet d'innovation, il y a des choses qu'on n'a pas l'info, que c'est vraiment propre à l'entreprise, exact. Même les factures que vous avez pour certaines dépenses, etc. Mais au final, ça fait partie de la vie d'une boîte en service conseil, je crois. Puis pour l'instant, on s'en sort quand même bien. Surtout quand les clients, un peu, vont peut-être ressentir l'émotion que tu as ressentie, qui est comme, OK, wow, moi aussi, il faut que j'embarque, là, On préfère niveler vers le haut, justement, de ce sens-là, que d'être l'inverse, puis d'être super passif, que ce soit nos clients qui nous relancent. Ah non, les gars étaient chers, puis finalement, c'était... Je pensais qu'il y avait peut-être 1 ou 2 subventions. Ils m'en ont trouvé à peu près 9. Là, j'étais comme, OK, go, on le fait. Au début, t'es craqué. Puis là, finalement, t'es comme, OK, mais ils attendent après moi. Puis il faut que je leur partage. Puis il faut quand même que je mette un peu de temps. Mais ça a été super bénéfique. Puis honnêtement, tu as une équipe vraiment dédiée. Je serais curieux, ça fait depuis 2017 que tu es dans le secteur. T'en vois passer. Tu as vu des bons coups, des mauvais coups. C'est quoi les subventions que tu dirais que tu as trouvé les plus bénéfiques pour les entreprises, que tu dis, ça, c'était vraiment un bon programme, ça, c'était un... Puis là, après ça, on passera dans les moins bons programmes, mais je serais curieux de ton expérience, qu'est-ce qui marche bien? C'est-tu des subventions en remboursement de dépenses? C'est-tu des chèques, tu l'as, tu déposes d'argent dans ton compte de banque? C'est-tu des paiements mensuels? Je serais curieux. Ouais. L'écosystème a quand même beaucoup changé dans les dernières années. Énormément. Ben vraiment. Puis, je dirais que le gouvernement est bien meilleur comme contribuable. Là. Parce qu'on a le Québec, on a le Canada. Exactement. Quand tu dis le gouvernement, c'est... je dirais des deux côtés. Les deux côtés. Ils ont beaucoup plus de processus de validation. Bref, on donne moins des fonds un peu n'importe comment. Fait que c'est bureaucrate quand même. C'est quand même bureaucrate, oui. Mais selon moi, au moins, on réduit le risque de fraude grandement sur plein de programmes. Fait que je pense que, mettons, le Francis contribuable est quand même content de voir ça. Que c'est bien fait. Après, est-ce que ça pourrait être optimisé? Définitivement, là, ça c'est clair. Puis il y a bien des fois que tu répètes les mêmes cas. Je veux pas rentrer là-dedans parce que là, ça sera pas positif, mais essentiellement, du côté, je pense que l'argent est comme investi aux bons endroits au final. Après ça, leurs processus sont probablement déficients à plein d'endroits, mais ça la reddition de compte est quand même bien faite, la sélection est bonne. Exact. Puis, moi, je me souviendrai toujours, j'avais le CNRC Paris, le programme d'aide à la recherche-innovation. Puis, pour des projets d'innovation, ils te donnent une enveloppe, des fois c'est 75, ça peut aller jusqu'à 300 000, 75 000 à 300 000. Puis, c'est des remboursements de dépenses. Fait que dans le fond, tu soumets tes factures à chaque mois, c'est 50% en moyenne de les salaires de tes consultants pour ton projet d'innovation. Puis tu soumets la facture, il faut que tu avances l'argent, tu la dépenses en premier, ils déposent l'argent dans ton compte une fois que tu as fait ton rapport mensuel. Puis, il y a une clause que j'avais vraiment trouvé drôle qui disait toute la propriété intellectuelle que ça génère doit rester au Canada pendant 5 ans après le pari. Ce qui est quand même brillant. Ouais. Et j'étais en discussion avec des investisseurs américains à l'époque. Et là, ils m'ont dit, il faudrait que tu déménages ton siège social au Delaware si on investit. Et là, je dis, OK, aucun problème, mais il faudrait juste que je demande la permission. Et là, ils disaient,
Là, il me regarde, mais dans quel pays communiste tu vis, Colin, de demander la permission à ton gouvernement pour déménager? Je suis comme, non, mais vous comprenez pas, ils ont subventionné ma R&D. Puis là, ils ont dit, quoi, ton gouvernement t'a aidé à faire ta propriété intellectuelle? Ils n'en revenaient pas. Au final, ça n'a pas fonctionné. On est resté au Québec. Bonne nouvelle. Mais pour moi, j'avais quand même été agréablement surpris de dire, si on veut vraiment garder notre innovation puis de créer des jobs, ben, subventionne l'API, la propriété intellectuelle, puis oblige, avec la subvention, de la garder locale. C'est un bon programme. Ce que j'avais moins aimé, mais ce que j'aime moins du CNRC Paris, c'est quand même, il faut que tu frontes l'argent. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, dans un cash flow, c'est tête, tu as le remboursement. C'est quand même rapide, tu sais, tu as 15 jours après la fin du mois, tu reçois. Fait que, mais kickstarter la patente, c'est pas, tu n'as pas l'argent dans ton compte. Non, puis malheureusement, la subvention, c'est 95% ça. C'est des remboursements de dépenses. Des remboursements, puis plus loin que ça, tu peux même pas avoir encouru déjà ta dépense. Il n'y a aucune rétroaction possible. Wow. Versus un crédit d'impôt qui, lui, est 100%... En fait, c'est obligé d'être rétroactif, right, sur ta déclaration fiscale, exact. Tout ça. Souvent, c'est même plusieurs années en arrière. Il faut pallier les deux, mais oui, effectivement, en ce moment, ben, je pense qu'une bourse, ça serait l'alternative, là, que là, ils pourraient te donner l'argent avant, beaucoup plus compétitif, etc. Mais tu disais, c'est intéressant, donc il y a 5%, parce qu'il y a des subventions, moi je pense, le programme du PSR série, qui était le programme scientifique de recherche du gouvernement du Québec, le MEIE, que tu appliques, puis une fois que tu es sélectionné, là, ils te font le chèque. Oui, exact. Il y a certains programmes que ça va être ça. Surtout des programmes... Des subventions ou des différents programmes qui vont subventionner des dépenses à gros coûts. Tu as des coûts d'immobilisation, etc. Justement, l'achat d'équipement, exactement, ça va être d'avance. Ouais. Parce que justement, tu veux pas... Tu peux acheter 3 millions de machines, mais comme c'est ça. On aide tout de suite. Je pense que personnellement, la subvention que je déteste le plus, puis je vais être quand même très dur, puis, je sais pas, je vois une tendance de plus en plus vers ça, au Québec particulièrement, c'est du maillage de fonds avec l'académique, le milieu de la recherche. Donc, c'est dire, on vous subventionne un projet d'1 million de dollars, 30% doit venir d'une compagnie privée, mais l'argent est déposé à l'Université de Montréal pour la recherche. Puis ce que je trouve qui est frustrant, c'est que souvent, le tempo d'une université n'est pas le même qu'une entreprise privée. Une université va vivre sur des subventions de 5-7 ans, donc dans le fond des grants, alors que 5 ans pour une entreprise, c'est le temps que ça a pris à Apple d'être dans les bas-fonds de la bourse à devenir la plus grosse capitalisation boursière. Là. C'est une éternité, 5 ans pour une Inc. Je comprends mal justement cette volonté-là de mailler académique et privé, puis de forcer ces enveloppes-là. Tu vois ça souvent? Oui, vraiment. Puis c'est une tendance dans les, mettons, peut-être 5-10 dernières années. Le gouvernement a quand même beaucoup mis l'accent là-dessus. Tu sais, tu parlais un peu plus tôt de subventionner l'API, mais il fallait qu'elle reste au Canada. Ben, c'est sûr que, en tout cas, mon hypothèse là-dedans, c'est que le milieu académique est très pro à garder la connaissance, puis etc. Puis ils ont souvent des missions qui sont un peu plus nobles, ou du moins qui sont liées au gouvernement, beaucoup plus qu'une entreprise privée. Fait que je crois qu'il y a comme ce sentiment-là de comme, OK, on a une confiance absolue dans un centre de recherche. Après, bon, beaucoup de centres de recherche sont beaucoup moins efficients qu'une entreprise privée qui a un département de recherche scientifique, etc. Fait que là, je te rejoins 100%. Nous, c'est pas la ligne sur laquelle on est le plus agressif ou qu'on a le plus de valeur ajoutée même, parce qu'au final, c'est comme travailler avec l'université, on va te présenter. Faites votre partenariat. Puis... Exactement. T'sais. Puis je pense qu'ils sont en train d'étudier beaucoup les retombées de ces recherches-là. C'est un milieu qui est super lent. Hein? Fait que, ils développent ils prennent une direction, puis après, ils vont étudier, comme je disais, ça a été quoi les retombées pour l'entreprise, pour le milieu académique, tout ça. Ils vont prendre des décisions après. Fait que, je crois que c'est quelque chose qui pourrait être amené à changer parce que j'ai pas entendu énormément d'histoires à succès là-dessus. Peut-être que je me trompe par contre. Ça vient peut-être du fait. Écoute, c'est l'opinion dérangeante de la journée. Là, on parle beaucoup de propriété intellectuelle, d'innovation, de recherche. Est-ce qu'il y a des subventions intéressantes dans d'autres secteurs? Je parle de la main-d'œuvre, les rénovations de bureaux, je sais pas moi, implanter un nouveau logiciel. Qu'est-ce que tu vois qui est intéressant? Ben, c'est sûr que tout ce qui est subvention en commercialisation ou en exportation, là, tu viens vraiment... Comment est-ce que Canexport, même Export Québec. Ouais, exact. Puis après ça,
ces subventions-là, tu vas tout le temps en avoir des populaires, des mainstream, comme CanExport, par exemple, qui va être adressé à presque toutes les entreprises. Tout le monde peut appliquer. À peu près. Je pense que c'est 100 000 et plus de chiffre d'affaires, mais le bassin est assez large. Là. On est d'accord. Mais selon nous, ces programmes-là sont extrêmement populaires maintenant. Compétition super élevée, difficile d'obtenir des fonds, très long, etc. Fait que vient avec ça beaucoup d'enjeux. Par contre, ce qu'on va souvent nous préconiser, c'est d'aller vers ce type de subvention-là, mais par secteur. Fait que par exemple, CanExport, c'est pour tout secteur confondu. Le SEB, par contre, qui est vraiment juste pour l'agroalimentaire, si tu es dans l'agroalimentaire, commence par SEB, puis va... Avant. Exact. Puis après ça, ce qu'on va suggérer, nous, c'est prends ton projet d'exportation, mettons qu'on reste dans le thème, puis on dit, trouve on va le faire pour toi, mais on va trouver une manière de séparer ton projet en plusieurs volets, puis d'aller maximiser les enveloppes des deux côtés. Le volet qui est le plus coûteux, on va le faire avec le programme qui est le plus sûr, dans ce cas-ci, SEB. L'autre volet, on va le faire avec le CanExport, que lui, c'est un peu plus un lancer de dés parce qu'il y a beaucoup plus de compétition, mais du moins, on n'est pas en train d'utiliser le même projet pour les deux. Très brillant. Exact. Fait que, il y a toute cette stratégie-là, ce ficelage, mettons, financier, de diviser tes projets qui est intéressante aussi. Là. J'aime ça, tu me fais réfléchir parce que c'est vrai. Moi, j'avais eu un conseil une fois. Quand tu fais, mettons, un projet de IT, tu développes une plateforme, tu développes un app, un algorithme, le gouvernement va te demander quelle proportion du développement est de la R&D. Parce que c'est impossible que ton interface, ton UI, UX ou tout simplement, il y a de la poutine. Fait que OK, c'est 50% que c'est vraiment de la R&D ou que ça fait partie de la subvention. Mais quand tu inclus ton IT dans un projet de sciences de la santé, dans mon cas, c'était laboratoire, mais là, 100% du IT est admissible à la R&D parce que c'est une composante importante. Fait que le maillage, le ficelage est extrêmement important de bien scinder ton projet, de bien le comprendre, puis commercialisation en Europe, c'est pas la même chose que commercialiser en Allemagne et en France. Oui, définitivement. Tu peux vraiment maximiser les enveloppes comme ça. À quel point tu suggères, mettons, je pense à nos auditeurs, les entrepreneurs qui nous écoutent, d'adapter ton plan stratégique aux subventions disponibles? Je le suggérerais pas. Parce qu'au final, tu as une vision quand même pour ton entreprise qui, selon moi, ne devrait pas être altérée avec ces subventions-là. Par contre, parce que c'est tentant souvent. C'est super tentant. De dire comme shit, OK, je pensais aller aux États-Unis, là, il y a une belle enveloppe qui est là, je vais peut-être accélérer d'1 an ou 2 ans. OK, je veux dire, il y a un delta d'acceptation. Je pense, mettons que tu as déjà prévu le faire. Est-ce que c'est juste devancer le projet, etc.? Je pense que ça pourrait se discuter définitivement, tu as raison. Mais d'inventer un projet à cause d'une opportunité, c'est difficile à faire valoir au gouvernement que c'est vraiment c'est celle-là que tu considérais depuis longtemps. Ça va tout changer pour nous autres, fais-moi confiance. On ne le savait pas il y a 2 mois, mais là, on est sûr. Fait oui et non, mais nous, c'est là-dedans qu'on se spécialise. C'est regarder c'est quoi tes projets à toi, puis te trouver des subventions. Puis même les subventions, on sait ils vont bientôt ouvrir, mais ils ne sont pas encore. On va débuter la préparation. Je reviens, mettons, sur SEB ou CanExport. Ces programmes-là, ils reviennent à chaque année, mais en ce moment, ils sont fermés. Nous, on a, je pense, 80 demandes. Ils sont fermés parce qu'il n'y a plus d'argent? Ils sont fermés parce oui, que... à chaque année, il y a une ouverture. Je comprends. Fait que je pense que ça a été ouvert genre 3 ou 4 mois l'année dernière. C'est le 1er avril, habituellement, ça. Ça dépend. C'est plus ou moins indiqué entre toi et moi. Là. Fait on sait pas. Nous, on a quelqu'un qui, à tous les jours, on a une base de données qui vient comme rafraîchir un peu est-ce que les programmes sont ouverts, etc. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Mais ça, c'est très frustrant parce que c'est vrai souvent que des subventions, des programmes, il faut être abonné aux newsletters pour être au courant. C'est une page web un peu obscure du site web du ministère, souvent, avec un formulaire PDF pas très agréable à remplir. Comment vous faites pour être tenu au fait de chaque nouvelle? Ben oui, puis c'est la même manière essentiellement qu'on a réussi à populer notre outil que les 2300 subventions. Pour te donner une idée, oui, t'en as provincial, fédéral. Honnêtement, c'est presque facile de les avoir parce qu'au moins, c'est 2 sources. Mais quand tu penses à l'artère du plateau Mont-Royal, puis la ville de Lévis, puis tu comprends, là c'est là que ça se complique. Là. Puis après ça, le secteur industriel de Victoria au BC, c'est là que ça devient vraiment compliqué. Technopole, Sherbrooke veut attirer des entreprises, congé de taxes. Gaz Métro en a, Hydro-Québec a des subventions. Il y a énormément de bailleurs de fonds, essentiellement différents. Fait
nous, tu sais, au final, on a une équipe qui fait de la recherche. Puis quand on trouve une nouvelle subvention, une source de subvention, un mandataire de subvention, on vient mettre des outils qui viennent aller chercher l'information, est-ce qu'elle est rafraîchie sur le site, puis on a quelqu'un qui vient le valider, puis qui vient dire, OK, oui, effectivement, cette subvention-là vient de réouvrir, ou etc. Fait qu'il y a beaucoup un travail de moine. Ah oui. Faramineux. Est-ce que tu penses que tu serais capable d'étendre les activités d'Hello Darwin aux États-Unis éventuellement, ou c'est comme... Je pense 10 fois la complexité, finalement. La complexité serait presque la même. Fait que non, c'est définitivement quelque chose qui est envisageable. Après, tu sais, là vient un peu le contexte politique de tout ça. Est-ce que tu vas aller, si tu es pour offrir le service de subvention ou d'aide gouvernementale, ben il faut qu'il y ait des aides gouvernementaux. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit... Non, c'est ça. D'un autre côté, mettons, je reviens, il y a beaucoup de crédits d'impôt. Mettons le SRED, là, qui est la recherche-développement. Ben ça, c'est un crédit d'impôt qui a été... je veux pas dire n'importe quoi, mais qui, je crois, a été obligé par la plupart des pays industriels après la Deuxième Guerre mondiale pour s'assurer qu'il y ait de l'innovation, que ce soit une compétition saine. Fait que ces programmes-là existent dans tous les pays, dont les États-Unis, etc. Fait que ça, par exemple, il y a des programmes comme ça qui sont internationaux, ou du moins dans beaucoup de marchés, puis qui vont pas arrêter, puis qui sont beaucoup plus, mettons, safe ou structurés. Fait que ces marchés-là, ça pourrait être des marchés qu'on vient explorer. On en a encore beaucoup au Canada à faire, je crois, devant nous. Qui reste à exploiter. Ça, c'est super intéressant. Je serais curieux de t'entendre justement. Est-ce que tu considères, te parler du marché international, moi, je me souviendrai toujours dans les trade shows, tu as toujours le gouvernement du Luxembourg, de la Belgique, qui a un stand qui essaie d'attirer des investissements étrangers, qui veulent dire, comme, regardez, on peut vous donner 100 000 € pour venir établir un siège social ici. Est-ce que tu considères que le Québec est un paradis fiscal de subventions ou on est à la remorque de d'autres pays, selon toi? Je dirais qu'on est bien positionné à ce niveau-là. Ah ouais? Ouais. Tu sais, pour avoir fait des trade shows comme, mettons, le Web Summit, etc., qui sont à l'international, il y a beaucoup cette... on a quand même Québec international, Montréal international. C'est toutes des organisations ou le gouvernement du Québec tout court qui viennent vraiment promouvoir en donnant, entre autres, des incitatifs financiers, d'avoir de la main-d'œuvre ici ou d'avoir pas des congés de taxes, mais du moins des avantages fiscaux à venir t'établir ici. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui le font mieux. Quelques pays en Europe, peut-être certains que tu as nommés aussi. Mais selon moi, on a le bon ballon en ce moment. Parce que c'est souvent on vient d'avoir toute la saga du jeu vidéo, du multimédia, où est-ce que cette industrie-là était basée sur ces programmes-là. La journée qu'on arrête de subventionner parce que ça n'a plus de sens financièrement, ben là, tout le monde s'en va. On est-tu vraiment plus avancé comme société? Il y a ce débat-là aussi qui, pour moi, est comme... créé un écosystème ou finalement, c'était juste un show de boucan? C'était juste artificiel, exactement. Fait qu'il faut faire attention avec les fonds qu'on investit. Il faut s'assurer que ça soit vraiment quelque chose qui soit périn. Puis là, plus tu augmentes l'incitatif, ben, moins ça va l'être potentiellement. Plus la raison que les entreprises vont venir, ça va être pour l'incitatif et non pour le reste. Je pense qu'on a un bon ballon en ce moment pour ça. Tu dirais quoi? Ce serait le top 3, top 5 des industries au Québec où est-ce qu'il y a le plus de subventions? Tout ce qui a une bâtisse. Fait que, OK. Je vais aller plus loin que ça. Non, mais c'est... Ben, déjà, une bâtisse, première affaire. Fait que l'agroalimentaire, entre autres, c'est une usine. Manufacturier, transformation alimentaire, agroalimentaire, tout ce qui est agriculture. Il te faut des immobilisations. Cinéma pourrait rentrer là-dedans. La culture, c'est pas une sphère qu'on est très actif dedans. Okay. Mais c'est une industrie. Culture, c'est super subventionné en général. Je pense que le marché des entreprises comme Hello Darwin est beaucoup plus fort, par contre, en culture. Nous, c'est pas quelque chose qu'on va exploiter. Ça fait partie quasiment du montage. Tu fais un show télé, tu as toujours... l'Office national du film, tu as toujours les crédits d'impôt. Quelques drapeaux à chaque fin de film, ça c'est sûr. Fait que oui, c'est cette industrie-là. Sinon, après ça, tout ce qui est technologie, mais même biochimie, tout ce qui inclut de l'innovation, de la recherche. Intrinsèque. Dès qu'il y a un risque d'innovation technologique, ça va bien. Ouais. Fait qu'il y a des secteurs peut-être mal aimés. Construction, ça, il n'y en a pas tant. Construction, pas si pire, surtout même avec le nouveau budget, ça a été annoncé que ça va... Tu sais, nous, on a beaucoup travaillé avec l'IQC, qui est l'Institut...
l'Institut du Québec en construction, qui, eux, ont un gros programme de transformation numérique. Fait que tout ce qui est transformation numérique en construction, très, très fort. Ils ont aussi beaucoup de programmes de main-d'œuvre subventionnés, tout ce qui est apprenti pour les faire monter, tout ça. Honnêtement, il y a eu beaucoup de changements en construction dans les dernières années. Nous, c'est une de nos bonnes industries en général. Ça, c'est intéressant. Tu vois, c'est surprenant même, en fait. Surprenant. Mais ouais, je te suis. Mais ce que je comprends, c'est que si tu as une industrie de service, mettons, tu es un comptable, tu as 3-4 comptables, ça, il n'y a pas tant de subventions dans ce... Pas a priori, à moins que tu fasses un projet qui sort du statu quo, à moins que tu veux... Mettons justement, aller dans un nouveau pays, mettons que tu veux faire une transformation numérique, tu veux développer un outil technologique à l'interne, exactement. Ces choses-là, oui. Mais dans le statu quo, donner tes factures puis aller chercher des subventions, t'es pas la cible en ce moment. Mais il peut y avoir des projets quand même. Tu sais, on travaille avec des cabinets comptables, des agences XY, c'est juste qu'il faut qu'il y ait un angle spécifique. Puis typiquement, c'est pas des entreprises qui vont utiliser des subventions toutes les années de leur vie. Justement pour cette raison-là, c'est un projet ponctuel. Puis on va pouvoir les épauler là-dedans. Ils ont une idée. Ils prennent du risque, ils sortent des sentiers battus. Là, ça vaut la peine. Fait que dis-moi, dans le fond, dans quel cas de figure est-ce qu'un des auditeurs des Dérangeants appellerait Hello Darwin? Ça serait quoi dès qu'ils ont une question de subvention, dès qu'ils veulent s'abonner, c'est quoi le hook qu'il faut le shameless plug même? Tu sais, je dirais, nous, on est très fort à faire du contenu qui explique c'est quoi les nouveaux programmes, etc. Que ce soit en utilisant nos outils qui sont un peu, comme je disais, plutôt gratuits. Tu sais, sur hellodarwin.com, on se crée un compte, puis tu peux y avoir accès. Là. Tout est là. Fait que tu te crées un compte, tu as juste besoin de donner ton courriel, ton nom, puis après ça, tu rentres les informations de ton entreprise, puis tu peux trouver un peu tous les programmes qui sont dans notre base de données qui répondent à ton persona d'entreprise. Tu peux avoir des exemples de projets, tu as toute la documentation, tout ça, les montants. Puis après, si vous voulez qu'on regarde, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire ou est-ce que nous, on peut faire la valeur ajoutée de tout rédiger pour vous, de faire le plan de match, etc., c'est de remplir un formulaire sur le site. Puis nous, comme je disais, c'est vraiment, on va auditer le potentiel de subventions qu'on peut aller chercher. Fait que là, on va être très... c'est une discussion qui est quasiment plus de qualification qu'autre chose parce que, comme je disais, la dynamique, c'est qu'on partage les risques. Ça, c'est gratuit, en fait. Cette étape-là, il n'y a aucun commitment. Non. Fait que c'est un audit d'innovation de subvention gratuit. C'est fascinant. Puis, dis-moi, qu'est-ce que je souhaite à Hello Darwin pour 2025? D'avoir encore plus d'ouverture de programmes de subvention. Peut-être, parce qu'on a peut-être passé, finalement, on devait avoir une récession, puis finalement, ça a été un soft landing. On se croise les doigts. 60% des Canadiens ont encore peur d'une récession, mais les indicateurs sont au vert. Donc, dans ce temps-là, veut dire réinvestissement, veut dire les gouvernements reviennent au bat. Donc, ça, c'est toujours positif. On invite aussi, en fait, moi, je dirais, il y a un guide de subvention qui va être mis sur le site web lesdérangeants.com. Dans la section membres, donc, on va mettre le plus d'outils possible aussi pour aider les auditeurs à ne pas laisser d'argent sur la table. Ne changez pas votre plan stratégique, n'allez pas justement adapter, mais au moins d'être au courant, puis d'avoir la ressource, c'est quand même un foutu bon réflexe, on ne se le cachera pas. Définitivement. Francis Desrochers, merci énormément. C'était très intéressant. Moi, ça m'a remis dans le bain. Puis, je sais ce que je vais faire à soir. En tout cas, je vais aller scroller les subventions sur votre site web. Donc, à la maison, n'hésitez pas, abonnez-vous, Apple Podcasts, Google, Spotify. On est sur notre chaîne YouTube pour voir, dans le fond, notre beau studio. On va également mettre, comme je disais, une foule de ressources sur notre site web, www.lesdérangeants.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des commentaires. C'était Étienne Crevier qui vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye-bye. Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!